Pour commencer, FJ, c'est d'abord un grand plaisir de... Entrez. C'est un grand plaisir de t'accueillir, de vous accueillir avec Elvire de nouveau à la Cinémathèque, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas encore, j'ai envie de dire que la Cinémathèque de Toulouse et au Sang, c'est une grande histoire d'amour, une longue histoire d'amour. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir et de suivre ton travail et de t'avoir avec nous. Comme là aujourd'hui, à la fois pour parler donc de Mercure Insolent, la réédition, de parler aussi de Neuf Doigts et de justement la sortie DVD du film, mais aussi parler de l'affaire des divisions Morituri, que donc on va vous présenter ce soir donc la restauration, puisque le film a été restauré, c'est l'an dernier, grosso modo c'était près l'an dernier. 2017. 2017. 2016-17. Et du coup, ce que vous allez pouvoir voir ce soir, puisque le film a été restauré, du coup, il y a une copie numérique, et c'est cette copie qu'on fera circuler, mais il y a aussi une copie 35 mm, et c'est celle qu'on présentera donc ce soir. Et celle-là, par contre, c'est une copie aujourd'hui, on va dire, vu le côté précieux du 35 mm, ce qu'il est devenu avec le raz-de-marée du numérique. Voilà, c'est une copie du coup très précieuse et qu'on sortira pas comme ça tous les 4 matins. Donc c'est vraiment un événement que voilà, c'est non seulement une restauration, mais en plus ce sera la copie 35 de cette restauration. Donc quelque part, voilà, on se retrouve de l'affaire des divisions Morituri, qui était ton premier long métrage. Et du coup, on se retrouve là, une sorte de boucle d'un renouveau, sachant qu'en plus, il y a encore tout un travail de restauration en ce moment qui est mené sur tes films. Voilà. Voilà, c'est un grand plaisir de revoir Jean-Paul et tout le monde, et Franck. Oui, parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Oui, en 86, l'affaire de la division Morituri avait été montrée ici, à mon retour du Portugal. J'avais passé une année au Portugal. Et donc ça avait été une soirée assez mémorable. Et ensuite, la Cinémathèque de Toulouse m'a accompagné, alors que disons que mes premiers films étaient quand même, disons, assez marginaux. Voilà. Et donc, j'étais très heureux de cette restauration, dans la mesure où le film était, l'affaire Dijon Morituri était un film tourné en 16 mm, qui était tourné en 3 semaines, sans dormir quasiment, une fois une semaine, ensuite 2 semaines. Et la restauration a dû coûter 3 fois le prix du film. Ouais, c'est la magie du cinéma. Et ce qui est bien, c'est que le film était bon. Le film avait finalement été à Cannes dans une sélection parallèle. Non, je m'en pas. Ouais, je crois que c'est mieux comme ça en fait. Ah ouais. C'est pas grave. Oui, c'est bon. Le film était donc à Cannes dans une section parallèle. Et il était sorti en salle en 86. En fait, il a été terminé en mai 84. Et ce film donc tourne en 16 mm, à l'arrache, etc. Il se trouve que pour la sortie, il avait été gonflé par un procédé qui était très intéressant pour une petite sortie, genre 6 à 8 copies, qui était le gonflage direct d'après le 16 mm, qui était de meilleure qualité visuelle quand on projetait la copie 35 mm. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y avait pas de négatif 35 mm, et ce procédé a disparu. Alors, ça avait été notamment le procédé de gonflage de films comme Les Trois Couronnes du Matelot, voilà. Ouais. Grâce à la Cinémathèque de Toulouse et cette petite restauration, on se retrouve à avoir maintenant un négatif 35 mm. Voilà. Donc vous allez voir le film tout à l'heure. Et en même temps, ça permet en même temps de faire circuler le film dans de meilleures conditions, y compris sur le plan numérique, puisque... Oui, complètement. Oui, parce que alors l'inconvénient pour les autres films, c'est que des films qui ont été gonflés maintenant, qui ont été tournés en 35 mm, sont handicapés, disons, par rapport à des films numériques aujourd'hui. Puisque par exemple, Les Chiennes, Le Trésor des îles Chiennes, qui est mon deuxième film, que j'ai tourné en 89-90, qui est sorti en 91, se trouvait avoir un master numérique
4 tiers en cinémascope, c'est pas terrible. Non. Et puis bien sûr, bon, c'était difficile à projeter parce que maintenant, vu la perte des compétences quand même fréquente en cinéma, on prend beaucoup de risques quelquefois, parce qu'en fait, c'est pas que le cinéma soit fragile, c'est que surtout, il est souvent mal projeté, enfin bon, ça se perd, quoi. Alors donc, on prend toujours des risques à projeter un film en 35 mm. Donc, c'est mieux de projeter dans plein d'endroits en DCP. Mais pour ça, tout ça est une industrie. Absolument. Est-ce que, avant de continuer, j'aimerais te. C'est une chose qu'on fait jamais, mais là en fait c'est un document rare qu'on a rentré justement dans les collections depuis très peu de temps. Et j'aimerais du coup, c'est de la vidéo, et donc diffuser 5 minutes d'un interview en fait. Donc c'est Christophe Coutins, tu te rappelles de Christophe? Du coup, qui nous a déposé ça, c'était un interview à l'époque justement de l'affaire des divisions Maury-Curie. Ça nous ramène bien 30 ans en arrière. J'aimerais te montrer 5 minutes et voilà, pour retrouver, peut-être te mettre face à quelqu'un que tu connais très bien, ou peut-être que tu as très bien connu, qui était le FJ5 de l'époque. Et pour jouer justement peut-être après sur cet aller-retour dans le temps, si ça te... Je suis pas rouge là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 1981, tu montes à Paris et tu rentres à l'école de cinéma, à l'IDEC, pendant lequel tu vas faire des études pendant 3 ans. Et là, tu commences déjà à préparer ton premier long métrage, l'affaire Division Maury-Curie. Non, on a d'abord fait La dernière énigme en 82. Ensuite, Zola Incunatao, la vie n'est plus qu'une sale histoire de cowboy en 83. Puis après, l'affaire Division Maury-Curie, après l'IDEC. Ah, d'accord. Mais tu commences pas, dès que tu es à l'IDEC, à penser que tu vas réaliser ce film, ou tu commences pas à en réaliser quelques bouts Non, parce que c'était assez speed en fait l'IDEC, parce que comme j'avais différentes activités, Oui, je vois. j'étais assez oui, assez saturé. Non, non, j'ai pas vraiment persisté. Des choses qui étaient persistantes, puisque j'ai toujours une continuité dans ce que j'ai fait à cette époque. Mais non, c'était pas du tout préparé. Et la production alors de Maury-Curie n'a pas été un petit peu difficile, chaotique pour Ça un a pris jeune 2 ans en réalisateur? fait. Ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans. J'ai d'abord tourné une partie en 83. J'ai tourné une semaine. Ensuite en 84, j'ai tourné 2 semaines. Et puis j'ai fini le film en 84-85. Bon, dans le film, bon, il y a des choses comme ça, j'ai relevé des moments du film qui sont des moments forts, il y a des choses qui reviennent un peu comme des slogans. Tu dis à un moment, l'Occident n'est jamais vraiment sorti des temps de la barbarie. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est pas dans Maury-Curie, ça. Ah bon, c'est dans quoi? C'est pas dans... C'est pas dans LKB. C'est dans une KB, oui, mais c'est pareil. Je sais pas. Oui, tu parles beaucoup de privation sensorielle, de sorcellerie industrielle aussi, non? Dans Maury-Curie. Oui, parce qu'il y a certainement des choses outrageusement secrètes qui se passent en ce moment. Ça... Voilà, là j'ai le morceau. Quand on a décidé de jouer, on se doit de jouer jusqu'au bout, quitte à épuiser toutes les stratégies, avancer, se replier, avancer, avancer, se replier, avancer, se replier, mais surtout avancer masqué. C'est d'ailleurs le slogan de ton film. Ça, c'est un conseil aux générations futures. Parce que je ne veux pas dire que j'avance masqué, alors que vous voyez, là, je suis devant la télévision. Mais ceci dit, personne ne dit que je suis celui qui parle. Il y a aussi un personnage de la mythologie, ou de la mythologie ausanguienne, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le gladiateur. Qu'est-ce qui représente pour toi ce personnage, le gladiateur qui se bat dans les arènes de Lutèce? Est-ce que c'est le nouveau mercenaire du temps présent? Enfin, je sais pas. C'est l'évidence, non? Tout est dit dans le film, quoi. Enfin, tout est dit dans le film, ou sera dit ultérieurement, ou a été dit précédemment, je sais pas. Mais enfin, ça m'ennuie un petit peu de parler de Maury-Curie, parce que c'est vraiment une période un peu fermée, maintenant.
Et puis j'ai tellement parlé sur ce film. On en a bien parlé d'ailleurs sur l'éphémère, je crois. Il y a eu après la Cinémathèque, il y a eu tout ça. Puis il y a eu tous les festivals entre-temps, avant, après. Mais je renie rien du tout de ce que j'ai fait à ce moment-là. Mais je crois que effectivement le film est peut-être plus facile à comprendre même maintenant qu'après. Puis ceux qui ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. La présentation à perspective du cinéma français de Maurice Thury, c'est un bon souvenir? Ouais, on vient rigoler. Oui. Parce qu'à ce moment-là, on te voit apparaître quand même dans les médias nationaux, on te voit apparaître à la télévision, sur diverses chaînes, sur les résumés, des interviews multiples de Hosang à ce moment-là. C'est une période faste, c'est une période où tu communiques beaucoup ton personnage à la France. Ou, enfin. Ceci dit, la télé, ça paye pas. Hein. Il n'y a qu'à voir. Quand tu dis la communication... En plus de ça, c'est pas forcément une bonne chose que d'apparaître. Ouais. Au contraire. Au contraire, par exemple, il est vraisemblable que ce qui se passe actuellement pour le cinéma sur les chaînes nationales, on parle trop du cinéma. On parle, on déparle, on fait raconter des conneries, on filme mal les gens. Enfin, des gens qu'on se casse la tête à filmer dans des films apparaissent, disent des bêtises. C'est certainement très mauvais pour le cinéma. C'est-à-dire que trop d'émissions de télévision sur le cinéma sont mauvaises, je crois, pour le cinéma. La promotion tue l'exploitation. Il y a trop de promotion. L'exploitation et la promotion, c'est pas la même chose. On peut dire, on parle trop des films et dans le même temps, on va C'est moins qu'on se en les parle voir. mal, on les voit mal. Je sais pas, je crois que c'est très mauvais, oui. Moi, chaque fois que j'ouvre la télévision pour voir des émissions sur le cinéma, ça m'ennuie, ça me déprime. Et c'est pas la même chose, quoi, de toute façon. Il faut voir du cinéma aujourd'hui pour faire du cinéma. Non, pas nécessairement. Il faut avoir vu du cinéma un petit peu. Et puis, il faut... Je sais pas ce qu'il faut. Il te parle, ce type-là? Bah, Il ne te parle pas? vous savez, attendez, comment j'ai vu. Et moi, je suis certain chaque jour qu'on se réveille, il faut remettre en fonction la personne qu'on était la veille. Ouais. Mais en fait, en réalité, on n'a pas d'identité. Hein. Donc on peut être celui-ci ou celui-là. Et tous les jours, c'est un travail de se rappeler qui on était. Et du coup, tu lui poserais, je sais pas, par exemple, tu lui poserais d'autres questions, ou tu dirais autre chose, avec justement le temps qui est passé, même par rapport à Maurice Thury, tu vois, à l'époque, là, justement, tu dis que ça te sature, t'as pas envie de... oui, oui. T'en as marre d'en parler. Et justement, là, on parle du coup d'une restauration, donc Oui, puis je sors d'une année quasiment de voyage, quoi, pratiquement. Ouais. Et puis ça s'accentue de plus en plus, c'est-à-dire qu'en fait, les gens vont voir les films que quand il y a un réalisateur, à la limite, pour un certain type de film. Donc c'est encore plus... c'est comme ça. Dans cette interview, en fait, moi j'ai appris des choses que je savais pas. Oui. Je pensais connaître pas mal de choses quand même sur toi. Et à un moment donné, tu parles, parce que l'interview est assez long, hein, il y a quasiment 40 minutes. Il y a C'est 40 minutes. pas plutôt pour le temps des chiennes, hein, sur cette interview. Non, a priori c'est sur... 90, non? Non, je pense que c'est 87, c'est 87, ouais. Et à un moment donné, tu parles de la vidéo. En fait, je savais pas, pour moi, t'étais passé du rock'n'roll au cinéma, et, enfin, avec les deux mêlés, bien sûr, mais à un moment donné, tu parles de la vidéo, et qu'à un moment donné, avec MKB, vous s'était posé la question, il y avait un peu d'argent, de acheter une camionnette ou acheter du matériel vidéo, et vous aviez acheté de la vidéo, et que donc vous faisiez des films en vidéo, des concerts avec de la vidéo, et qu'après vous aviez arrêté, et même à l'autre moment tu parles d'un film que tu as tourné en Jamaïque en vidéo.
Alors, mais c'est Oui. quoi? C'est parce qu'on n'a jamais vu ça. Et qu'est-ce que. Oui. Alors ça, c'est un fait. C'est vrai que j'ai écrit ce livre, donc, qui s'appelle Mercure insolent, Ouais. un petit peu par hasard, puisqu'en réalité, tout se passe un peu par hasard, c'est vrai. Et donc, une personne m'a demandé d'écrire un peu sur le cinéma. Et il s'est trouvé que dans ces années-là, on était en train d'éradiquer complètement le cinéma. Ouais. Enfin, le cinéma, ce que j'appelle le cinéma. L'argentique. Oui, parce que c'est le cinéma, excusez-moi, mais de 96 à 1996, il y a quand même 100% quasiment de films. Voilà. Et c'est vrai que donc j'ai expliqué justement le rapport différent. Alors bien que j'ai pas du tout de problème avec l'utilisation du numérique, hein, même la vidéo, puisque j'ai commencé par la vidéo. Ouais. C'est-à-dire que au temps du punk et du post-punk, quoi, j'étais parce que disons que ce qui m'a toujours captivé, disons, c'est vraiment l'image mobile, pas l'image fixe. En fait, j'aime beaucoup la photographie. Et justement, on parlait tout à l'heure de Peter Houghton, Ouais. qui pose vraiment la question de la différence entre l'image mobile et l'image fixe. Parce qu'avec Peter Houghton, très grand réalisateur, faisait des films de 3 minutes, qui étaient des plans fixes, épuisant toute une bobine de 30 mètres, en 16 mm. Et c'est vrai que voir un clochard par 43 degrés dans New York, dans le Bowery, en photographie, et le voir dans une salle de cinéma, une salle obscure, ça pendant 3 minutes avec les mouches autour, mais ça suscite une réflexion, des rêveries, ça n'a absolument rien à voir, je trouve. En fait, c'est toujours l'image mobile qui m'a intéressé. Et justement, donc j'ai commencé par la vidéo, avec une Betamax, acheté en 80, Ouais. et moi j'étais beaucoup plus, disons, par ma formation, et puis dans l'actualité, comment dire, dans mon actualité, disons, de cette époque-là, j'étais beaucoup plus dans. J'étais quand même très très marqué par tout ce qui était les situationnistes, que ce soit bien Debord, Volman pour le cinéma ou Sanguinetti, puisque c'est un petit peu l'argument du premier court-métrage. Et je me rappelle avoir justement fait des ébauches du terrorisme et de l'État dans le Jardin des Plantes en vidéo. D'accord. Et à la fois des choses comme, comment s'appelle ce livre Révolution électronique de William Burroughs. Et puis finalement, je me suis retrouvé entre la poésie et le rock'n'roll, vraiment le futur. Donc j'ai passé le concours d'idées que j'ai eu la chance d'avoir, et c'est là que j'ai vraiment, touché de la pellicule, enfin, pratiqué. Et le tout premier film que j'ai fait, qui est un film Tract, j'ai tourné en février 82, donc 3 mois après l'entrée à l'école quasiment. Et alors là, ça a été comme une révélation, puis c'était un film tourné en une journée, mais c'était ça. Et là, disons que j'ai été curieusement, brutalement et mystérieusement, non, simplement initié au mystère du cinéma, quoi. C'est-à-dire que ça n'avait vraiment rien à voir pour moi avec la vidéo, quoi. Mais que la vidéo, bon, c'est rigolo, hein. Et c'est marrant parce que tu disais que, je sais plus, je crois que j'ai vu ça quelque part, que justement sur la dernière énigme, tu parlais enfin, de salir l'image. Ah oui, c'est-à-dire à l'époque, donc, du temps d'MKB, les premiers concerts, c'était des dispositifs compliqués, on a dû le faire qu'une fois, je crois, mais en fait, c'était compliqué à mettre en œuvre. C'était peut-être le dernier concert à Toulouse d'ailleurs, qui était, on a joué à Logrin, et donc c'était un concert à l'initiative de Serge Pey pour les rencontres internationales de poésie. Donc il y a eu des manifestations non violentes contre MKB à l'époque. Et c'était très drôle. On était passé, je ne sais pas, 1h du matin, et alors donc on avait des systèmes, c'était compliqué parce qu'on avait des projections vidéo en même temps que on jouait en même temps. Mais après on a complètement abandonné, et après j'ai plutôt eu tendance à cloisonner. Soit c'était du noise and roll, soit c'était de l'écriture, soit c'était du cinéma. Mais et alors, en fait, oui, parce qu'en fait, la vraie question du cinéma, c'est faire rentrer, disons, la réalité en 2 dimensions. Après 3, c'est encore plus compliqué, mais bon, c'était ça. Donc j'ai vraiment appris, si on peut dire, le cadre, enfin, par la vidéo. Donc je suis absolument, et c'est super, la vidéo. Enfin, d'ailleurs, je préfère même la vidéo numérique.
la vidéo, il y a, je sais pas, il y a quelque chose de concret, il y a une matière vidéo. Moi, je dénaturais beaucoup la vidéo. Et alors, tous mes premiers films sont, enfin, presque, en fait, il y a presque un cycle de 3 films qui est la dernière énigme, Soleil Culata et Morituri. Puis après, il y a toute l'époque, parce qu'après, hélas, quand j'ai dû, hélas pour moi, comme dirait l'autre, quand j'ai dû faire face au ce qu'on appelle le cinéma professionnel, c'est devenu très lent, très compliqué, et pas forcément créatif, beaucoup d'attentes, ça fait un ennui, de corruption, pour arriver à faire des films. Donc après, il y a Les Chiennes, après, il y a Docteur Chance, donc j'ai fait qu'un film tous les 6 ou 7 ans. Ouais. Mais du coup, Et alors, as gardé donc, trace oui, de ces films ou Pardon. non, de ces films en vidéo, tu as gardé trace ou pas ou ils ont, Le problème, c'est que la vidéo, ça disparaît. Bah oui, c'est pour ça, mais du coup, il suffit d'exposer une bande près d'un téléviseur. Du coup, il y a C'est plus comme rien. ça qu'on a perdu plein de trucs. Du coup, il n'y a plus rien. Mais moi, je l'ai rangé. Je rangeais mes cassettes à côté de téléviseur. C'est comme ça qu'on a fait la pochette, par exemple, de Terminal Toxique, le premier disque de MTV, 33. C'était une image du clip qu'on avait fait. Qui doit être mon tout premier truc en, je sais pas, de 80, 82. Et un jour, je le regarde, mais c'est une 4.7 bêta, non pas bêta, c'est une DVU, ou je sais pas quoi, pneumatique. Ça avait tout. Il fallait surtout pas, bien sûr, le placer près d'un émetteur magnétique comme le téléviseur. Voilà. Donc, dans ces films sont des très courts budgets, puisque la dernière énigme tournait avec 2 boîtes de pellicule 7 mm, Zone Inculata est tournée en 3 jours, Morituri, pareil, tourne en toute petite quantité de pellicule, mais sur 3 semaines. C'est pour ça que je dis que c'est un film qui a dû coûter à l'époque en cash, puis c'était à la fois, j'étais à la fois étudiant à l'IDEC, personne n'était payé au départ. Et ça, c'était encore toléré, c'est-à-dire qu'après, ça devenait un film sauvage. C'est le film. Alors que maintenant, c'est vraiment le social qui est, comment dire, qui a le dessus sur le créatif, si on peut dire. C'est comme si on brûlait, qu'on empêchait un livre de poésie de sortir parce que on n'a pas payé la personne qui a retapé les textes à la machine. Voilà. Et alors donc, ça arrive, puis c'est arrivé avec Nicolas Sornaga. Son film n'a pas pu sortir, alors qu'il avait payé, je crois, lui-même tout son film, c'est quand même 50 000 €, avec de l'argent personnel, mais il n'avait pas fait les faux papiers qui sont en usage dans la production française. Et donc le film, après, était interdit de tout, puisqu'en fait, quand vous êtes hors des subventions, c'est très dur dans le cinéma, puisque tout étant subventionné, finalement. En fait. À cette époque-là, le film a été, disons, matériellement sanctionné, et n'avait plus accès à aucune aide pour une sortie, une distribution. C'est son deuxième film. Je crois que ça lui a mortifié, ça lui a, comment dire, coupé l'énergie. Du coup... Mais alors donc ces films sont des films où il y a la vidéo, parce que je faisais tous les repérages en vidéo, puis il y avait des choses que j'avais pas le temps de refilmer, puis qui étaient marrants, qui étaient des fois des portraits d'acteurs, ou des trucs, des répétitions. Tout ça, je l'ai intégré ensuite parce que c'est quand même un film où il y a 900 encolures dans Morituri qui tournait en 3 semaines. Ouais. Et j'aimais beaucoup, puis j'avais des spéculations comme ça sur la différence de l'image, suivant que c'est de l'image passée en vidéo, finalement de la télévision aussi, ou de la vidéo repassée, refilmée. Moi, je refilmais tout simplement, je refilmais quelquefois avec un déphaseur. Mais c'est pas la même chose. Si on voyait cette image, je sais pas. Enfin voilà, moi j'ai pas mal de choses comme ça dans Morituri. Et donc je suis pas un raciste intégral vis-à-vis de l'image numérique ou électronique, au contraire. Et même j'aime bien parce que c'est quand même de l'image. Il y a quand même un support matériel. C'est pas dématérialisé comme maintenant le numérique. C'est plutôt quand même du faux cinéma, en fait. Ça va être le cinéma numérique, c'est pour ça que je dis que c'est un peu une aberration, c'est le cinéma de capteurs. Donc c'est des capteurs, et alors que le cinéma dit argentique, qui est le cinéma, il y a une réalité physique, chimique et optique. Enfin, je veux dire, c'est concret. Donc il y a une vraie expérience par
qu'ensuite ils ont effectivement dévoyé des grands techniciens pour dire ah ben non, il devrait y avoir ça. Donc tous les effets du cinéma sont reproduits par les capteurs. Oui. Ouais. Et pareil, après c'est des logiciels qui fabriquent les flous, les choses. Alors que ce qui est bien dans le cinéma, c'est que enfin, ça me plaisait bien, ça, parce que c'est vrai que tout ça s'éloigne. Quoique, depuis le temps du livre où il a été écrit, on est revenu quand même à 25 longs métrages français par an qui sont tournés quand même en argentique. Et qu'il est évident que l'aberration, enfin, comme dire, le mensonge artistique et économique de l'industrie numérique apparaît. Sauf qu'entre-temps, ils ont détruit quand même l'industrie du cinéma. Oui, parce qu'avant, ça, je ne vais pas revenir là-dessus, puisque c'est un peu un combat d'arrière-garde, on pourrait dire maintenant. Mais moi, je serais un jeune cinéaste, je ferais du cinéma. Et pas du numérique. Voilà. Oui, et c'est pas plus cher, puisque j'ai fait mon dernier film de moins de 2 millions d'euros, en 35 mm. Bon, les salaires n'étaient pas très élevés, mais on rentrait quand même dans les cases syndicales. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, qui est un peu brûlot, on pourrait dire. Oui, complètement. Mais qui n'est pas qu'un brûlot. Alors moi, j'ai l'ancienne édition. Mais c'est 3 tirages, en fait. Voilà, donc il y a, vous pourrez procurer du coup la réédition là, en bas tout à l'heure, et puis Evie pourra vous la signer, et la dédicacer, bien sûr. Et il est moins cher que le premier d'ailleurs. Alors c'est intéressant parce que justement c'était une de mes questions. C'était il y a 5 ans qui s'est passé. Est-ce qu'il y a est-ce que ça a changé? Tu as déjà répondu en grande partie. Et il y a ce côté brûlot. Mais tu vois, je trouve qu'il n'y a pas que c'est pas que. Alors, il y a ce côté brûlot, mais c'est pas que ça. C'est aussi, j'ai l'impression que ça parle de cinéma, pas simplement de cette question, on va dire, de guerre. Je sais pas si c'est guerre, si c'est le bon terme, mais entre le numérique, même si là, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui te chagrine, véritablement. Mais il y a aussi la question du cinéma, et j'ai l'impression, du cinéma plus largement, et presque même j'ai l'impression qu'on est entre le brûlot, le journal et le manuel d'un cinéma au sanguiste. Tu vois, oui. Tout ça mélangé. Parce qu'on m'avait demandé qu'est-ce que c'est le cinéma, et c'est là que j'ai effectivement chopé, il y a plus qu'à choper complètement l'histoire du cinéma en train d'être interdit finalement. Parce que donc je parle vraiment de beaucoup de choses qui relèvent de l'expérience. Pour se lever tôt, tout ça, ça marche quand même avec le cinéma. Ouais. Le cinéma en pellicule. Et je pense que j'ai pas tort, puisque de toute façon, quand j'ai fini par réussir à tourner mon dernier film. C'était un peu compliqué, mais on l'a tourné en 35 mm, donc en économisant quand même de pellicule. Mais je comprends pas comment on fait des films. Alors, ce que je dis, c'est que le fond de la question, c'est que c'est pas que le cinéma numérique ressemble pas. Hein. C'est vrai que ça ressemble beaucoup, même si c'est souvent mieux projeté. Puisqu'après, il faut des transferts. Donc, en fait, aujourd'hui, un très beau film en 35 mm, ça coûtera beaucoup d'argent pour arriver à le transférer de bonne qualité, et qu'il soit aussi bien projeté que du faux cinéma. Mais ça n'empêche pas que je suis certain qu'on ne fait pas les mêmes films. Voilà. C'est plutôt éthique. C'est-à-dire qu'avec suivant qu'on a le Colt 45, mitraillette ou un Uzi, on ne fait pas les mêmes dégâts et on n'attaque pas de la même manière l'adversaire. Du coup, comment Et alors donc, c'est beaucoup le journal aussi, enfin pas le journal, la reconstitution de l'expérience. Parce que ça a été, pour moi, quelque chose de très dur. C'est que je me suis jeté un petit peu dans le cinéma, comme ça, par défi. Et puis, jusqu'à, je sais plus, une fois, je repassais à la Cinémathèque en début des années 2000, et j'explique que le cinéma a toujours été dur. Moi, j'ai jamais compris comment ça marchait. Et je pense que c'est important aussi. J'ai mis longtemps à comprendre des tas de choses. Et alors le fait ça n'empêche pas qu'on peut faire des choses intéressantes sans rien comprendre. C'est peut-être parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait des choses intéressantes. Oui, voilà, c'est comme la poésie, est-ce que voilà, cet ordre-là. Mais c'est vrai que c'est très différent, puis ça contingente beaucoup les choses. Parce que si on a de la pellicule qui fait 100 hasards, 120 hasards, ça n'a rien à voir avec
Enfin, j'explique ça un petit peu, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ça a été une révélation très forte. Alors, je pars aussi de l'expérience du hasard, l'expérience de la chance, de l'accidentel, qui sont une fondatrice dans le cinéma. Et qui en font... De toute façon, je pense que le cinéma, j'ai consacré beaucoup de temps, d'énergie, j'ai perdu beaucoup de temps à préparer les films, à espérer pouvoir faire des films, pas tant que ça à les écrire, mais à les rendre possibles. Et en fait, j'ai jamais regretté de les avoir fait, les films. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être mieux fait de me consacrer à autre chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que j'ai toujours envie de faire des films. Et je pense que le cinéma nous ramène à des expériences dans les siècles. Et que le cinéma, avec la pellicule, donc avec l'expérience du soleil ou pas, c'est unique, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui bien sûr, oui, qui ramène sans doute même à quelque chose comme la tragédie. Enfin, puis c'était une expérience lumineuse, autant qu'on en sait, d'après ce qu'on en sait. Je parlais de 3 livres qui m'avaient beaucoup marqué en tant que théorie près du cinéma. C'était Naissance de la tragédie de Nietzsche, donc, et puis Eisenstein, puis ensuite que ce soit bien sûr Bresson ou Cocteau, très beau livre qu'il a dicté 15 jours avant sa mort, qui sont entretiens sur le cinématographe, etc. Du coup, parce que tu reviens pas mal aussi sur Bresson, effectivement. Enfin, il y a beaucoup de citations et tu reviens aussi. Enfin, il n'y a pas que ça. Pas tant. Ce qui est amusant dans le livre, c'est que quand j'essayais le pétrole de la pensée, de la réflexion, était beaucoup plus la poésie que le cinéma. Oui. D'abord, je pense qu'effectivement, 99,9% des gens qui font du cinéma, qui participent de l'industrie du cinéma, ne comprennent rien au cinéma. Voilà. De son mystère, de sa... de sa chimie incendiaire, etc. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas une illusion, c'est pas une lubie que d'associer la poésie, les poètes, puisque disons, l'âge d'or du cinéma muet a toujours été accompagné par l'élite de la poésie presque d'avant-garde, que ce soit de Antonin Artaud en passant par Sandra, Roger Gilbert Lecomte, etc. Alors que les prosateurs, au contraire, des gens comme Duhamel, détestaient le cinéma et s'en méfiaient parce que c'était un rival pour tir orchestre. Et puis, bien sûr, et c'est. Alors, ça fait aussi Céline, qui est un écrivain absolument passionnant et génial, et qui, lui, a conçu, qui est un grand spectateur de cinéma, ou consommateur de cinéma, qui a conçu sa littérature contre le cinéma, vraiment. C'est-à-dire quelque chose d'irréductible au cinéma, qu'on ne pourrait jamais adapter. Et c'est vrai que c'est Bolano qui le dit d'ailleurs. Un livre au cinéma est un livre mort. Enfin, heureusement pour la littérature, beaucoup de films sont nuls. D'adaptation, tu veux dire. Oui, voilà. Donc les livres, quand même, mais ça fait quand même un ombrage un peu pénible. À part le chèque pour l'achat des droits, pour l'auteur. Mais c'est vrai qu'il y a plein de films, plein de livres que plus personne n'a envie de lire, puisque vous aimez le cinéma. Et du coup, pardon, parce que je reviens à mon idée par rapport à Bresson, le fait de tourner en 35. Mais Bresson, ce qu'il dit, il colle bien avec le Sternberg. Non, vas-y, parle. Ils disent la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, Bresson dit que le cinéma sonore a inventé le silence. Ah oui, je sais. Voilà. Et de même, Sternberg dit que avec le cinéma sonore, on invente le chant. Oui, complètement. Mais ma question a été beaucoup plus prosaïque. Pardon, tu es un poète et moi pas. Mais c'était du coup entre donc Bresson, l'accident, puisque voilà, le cinéma est affaire d'accident. Aujourd'hui, donc tourner en 35, c'est quelle est ta méthode par rapport justement à l'écoute? Ça veut dire peu de prise, beaucoup de répétitions, de où s'arrête la maîtrise, où commence l'accident. Est-ce que tu as conscience de ça ou tu te lances dans l'aventure et puis ça arrive comme ça arrive Je n'aime pas trop parler parce que j'ai fait 5 films, alors j'ai pas fait 5 films.
J'ai 6 programmes en cinémathèque, en 36 ans, pas quasiment, 34 ans. Voilà. Donc, parce qu'à force de parler en départ, donc je ne peux pas parler à la place des autres. Non, je parle de toi, ta façon de le faire. Voilà. Et je pense que c'est bien le cinéma amateur, en sens, en 35 mm, voilà. Au sens de Tati qui m'a dit, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui me disait, il faut rester amateur. Alors, hélas, son fils est décédé, il me dit, mon fils dit toujours, il faut être pro. Mon fils est un con. Il faut être toujours amateur. Au sens où amateur, c'est aimer, quoi. Aimer, et c'est vrai que je pense que autant tant qu'on est intimidé, tétanisé, catastrophé par l'ouvrage à accomplir d'une journée de cinéma, on est encore cinéaste. Et puis nous sommes quand même des Européens, donc nous sommes quand même plus ou moins des cinéastes amateurs. On n'est pas quand même dans les systèmes des studios qui ont existé. Puis en plus, ça n'a jamais vraiment marché, le cinéma français en tant qu'école, etc. Et ce qui est le plus intéressant dans le cinéma français, c'est justement ce qui déroge totalement à toute industrie, enfin je ne sais pas comment dire. Moi, autant on trouve tout de suite beaucoup de grands cinéastes passionnants en France, disons, des cinéastes passionnants, mais c'est un peu des accidents du cinéma. Alors que le cinéma français, un peu comme le cinéma américain, c'est avant tout une industrie du nanar, du cinéma, et puis ça n'empêche pas que de temps en temps, on a quelques cinéastes qui ont le météore, qui ont d'ailleurs souvent été spoliés dans leur progrès, et qui ont changé quand même l'histoire du cinéma mondial. Comme que ce soit de Vigo, ou en fait, jusqu'à des Tati, des Bresson, même des gens comme moi je regrette beaucoup un peu la trilogie, on va dire le triumvirat des années 70, un peu, fait 60-70 avec des gens comme Bresson, Tati, Melville. Voilà. Ça me paraît quand même quelque chose de genre. Mais tout ça descendant plus ou moins, alors par Tati, de Cocteau, qui est quand même très important, je crois, dans le cinéma. Et du coup, comme je sens que tu réponds pas à ma question, tu n'as pas envie. J'ai pas entendu la question. Non, mais c'est pas bien grave. Et du coup, je vais passer par une question, et pour revenir après aussi au livre, mais sur... Est-ce que tu as conscience, peut-être que tu t'en rends pas compte et que ça ne t'intéresse pas d'ailleurs, mais d'une évolution, me semble-t-il, parce que tu parlais du nombre de colures dans Morituri, et tu vois, moi je l'ai revu la semaine dernière, et ça m'a frappé combien il y avait vraiment du Eisenstein dans Morituri. Et j'avais 9 doigts encore en tête, et je t'avais dit combien je trouvais que c'était ton film le plus murnaldien. Et donc, j'ai l'impression que là, du coup, petit à petit, on est de Eisenstein, on est allé vers Murnau. Oui. Est-ce que tu... plus actuel. Est-ce que tu... oui, on l'a pas fait beaucoup mieux depuis, excuse-moi, mais... Donc, est-ce que c'est quelque chose dont tu as conscience? Est-ce que, tu vois, comme on disait par rapport à la dernière énigme, qui avait cette idée de salir l'image, peut-être, tu vois, c'était commencer avec la pellicule, il y avait en même temps, du coup, presque la salir, comme la désacraliser, et finalement, et quand on voit, 9 doigts, pareil pour tes films précédents, hein, mais je parle de 9 doigts parce que là, c'est le dernier, et avec une photo qui est magnifique, et où du coup on touche au sacré, mais non, Morituri, elle est bien aussi, mais elle est, c'est quand même pas la même, on pourra le voir, entre ce soir, le film, et samedi, je vais revenir voir 9 doigts, je pense que quand même, il y a quelque chose qui... il me semble qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, je sais pas, moi, l'idée, c'était presque de partir d'une forme de désacralisation du cinéma, avec tes premiers films, Morituri, mais les autres précédents. Et là, avec 9 doigts, j'avais l'impression d'une sacralisation, mais pas dans le sens religieux du terme, mais de cette question du mystère que tu évoquais. Et je trouve qu'il fait écho justement aussi à ce livre, parce que
c'est ce côté amateur, aimer le cinéma, c'est cette question du mystère et de chercher le mystère finalement. Comme si du coup tu allais tu acceptais plus le mystère et d'aller travailler cette chose-là, qui rejoint peut-être ton côté poète. C'est compliqué, c'est la question est longue. Oui, pardon. Alors, oui. Je la fais longue parce que comme tu parles beaucoup. Alors, c'est vrai que par exemple la Cinémathèque de Rouge, j'ai quand même vu beaucoup de films, la Cinémathèque. Ouais. Et comme ça, c'est vrai que les Allemands et les Russes, je les ai vus ici. Parce que sinon, moi, au départ, je n'ai vraiment pas eu du tout une formation cinéphile. C'est comme la musique, comme je disais, le punk, ça a été plus un prétexte pour casser tout, quoi. Et c'était le prétexte à l'action. Et le cinéma, enfin, je pourrais dire qu'un film qui m'a beaucoup marqué, c'est James Bond et Dr No, aussi bien que Bout de souffle, quoi. Et après, bien sûr, j'ai découvert tout un tas d'autres films, mais on pourrait dire même basiquement 3 films qui m'ont mis en question, enfin, qui m'ont passé aussi bien à Bout de souffle que James Bond et Dr No, ou un film que je sais pas, j'ai vu à 16 ans, qui était le dernier film de Mankiewicz, qui était Le Limier. Ah, oui. Ces 3 films qui m'ont interrogé, enfin qui m'ont interloqué. Et je me suis dit, ça serait quand même bien, c'est quand même pas mal le cinéma. Alors, mais de toute façon, je n'imaginais pas du tout, venant du Massif Central et puis Toulouse, de faire des films, quoi. Et à la fois, j'étais pas tellement intéressé par, enfin si un petit peu, mais par le monde du cinéma des années 70 français ou un peu expérimental. C'était pas, moi j'aimais vraiment finalement le côté assez, moi j'aimais le cinéma d'une part et quand même le côté assez monumental et dévastateur, le cinéma des années 20, 30, quoi. Et alors, par contre, à l'IDEC, ce que j'ai, une des seules choses que j'ai vraiment découvert à l'IDEC, finalement, c'est le cinéma français. Vraiment. Alors, j'ai découvert, j'ai bien sûr approfondi Vigo, un peu Renoir, dont je ne suis pas un fou furieux. C'est vrai, le Déjeuner sur l'herbe, tout ça. Et puis Melville, entre autres. Et alors, que ce soit entre Lacombe, Blasonné, Melville, tous ces trucs des périphéries, je pense qu'il y a quelque chose de comme ça qui est vraiment présent dans Zone Inculata ou Maurice Curie. Et puis c'est vrai que ces films-là, c'est quand même des films d'étrangers. Moi, je suis quelqu'un qui fait du Sud, quoi, et je découvre Paris. Et donc, je n'ai pas peur, contrairement aux... je trouve que les Parisiens filment très mal Paris. Ça n'est bien filmé que par des Américains, des Russes ou n'importe quoi. Les Français, ils filment comme des cochons, je trouve, Paris. Qui est quand même une ville assez intéressante et énigmatique. Et donc moi, j'ai pas peur de filmer la Vue Foch, l'Arc de Triomphe, les quais de la gare où on répétait, etc. Mais je filme ça comme quelqu'un qui ne connaît pas la ville. Et à part ça, c'est vrai que quand j'ai connu Eisenstein, c'est grand comme la poésie. C'est même Godard, même, je me rappelle, Godard, j'ai vu beaucoup de choses de Godard. Et j'étais déçu quand j'ai vu qu'il parlait avec Solers. Il se rendait au niveau de la littérature. Passionnant quand même. C'est pas Joyce, c'est Céline, quoi. Mais quand même, dans ma tête, quand même, le cinéma, c'était un truc. C'est comme le rock'n'roll, quoi. C'est comme si j'avais entendu, je sais pas, Iggy Pop parler avec. Je sais plus Guy Descartes, quoi. Non, quoi que non. Mais pour moi, le rock'n'roll et le cinéma et la littérature, il y avait des trucs comme ça hautement actifs. Et pourtant, tu disais Non, aussi que très différent. tu les sépares. C'est une façon de te recentrer finalement parce que c'était une question. Tu vois, à la lecture du livre, on sent il y a la rage, il y a la fougue, il y a des il y a des élans presque comme si c'était incontrôlé, que je trouve, par exemple, je reviens, excuse-moi, mais du coup au 9 doigts, que je trouve qu'il est absolument maîtrisé. Et du coup là, je sais pas, ça me fait plus penser justement à Maurice Curie. Est-ce que du coup c'est plus facile de mes questions, quelque part, c'est plus facile, oui, ou plus naturel peut-être de mettre la rage dans les mots que dans un film aujourd'hui où
du coup, tu cherches des choses différentes et donc le médium, Non. selon le médium, tu adaptes Non. tes humeurs, tes Oh, désirs. non, c'est qu'en fait, j'ai presque tout. Pour moi, il y a quand même quelque chose de physique dans le cinéma. Parce que j'ai presque filmé tous mes films dans un état de délabrement total. Puisque j'ai pu, quand je suis rentré tard, je me suis déchiré la cheville, de fatigue, quoi. Quand j'ai. Mauritius, j'ai mis autant fou à m'en remettre. Hein. Ouais. Mais enfin, j'ai récupéré vite à l'époque. Les chiennes, alors là, c'était 3 mois. Je sais plus, j'avais perdu 10 kilos sur Armageddon. Donc tous les films, c'est comme ça, un défi. Hein. En général, il faut 4. Les gens sérieux disent qu'il fallait 4 fois le budget pour réaliser le film. Hein. Et puis quand même, je l'ai fait. Mais je pense que c'est bien aussi, c'est un défi. J'ai aussi, c'est une chance quelque part de faire des films sans. Je crois qu'on contrôlait beaucoup moins les gens quand ils faisaient des films. Enfin, je sais peut-être les gens, peut-être ils peuvent prendre une caméra numérique et faire ça. Qui aurait pu croire que ça serait un long métrage terminé sur Maurice Turing. Parce que vrai, d'ailleurs, c'est un film qui n'était pas pris au sérieux du tout. C'est tant mieux, parce que je pense qu'il ne faut pas que le cinéma soit trop sérieux. C'est ce que tu dis, justement. Voilà. C'est ce que tu dis. Mais le dernier, donc, à chaque fois, moi, je suis quand même, je sais pas, bon, parce qu'il y a un retour du film, du goût du cinéma de genre, bien qu'il ne sache plus tellement bien faire ça, les gens. Et moi, j'ai toujours été, j'avoue que moi, j'aime le cinéma de genre. Et moi, c'est toujours le grand écart un peu entre le cinéma, je sais pas, d'auteur ou expérimental et le cinéma, le cinoche, quoi. Je sais pas, ça veut dire cinéma de genre. C'est vrai, j'aime les films de vampires, les films de guerre, les films. Je pense que le genre est important au cinéma quand même. Et donc le dernier, je voulais faire un film de bateau. Voilà. Et alors, à un moment donné, Les Chines, c'est quand même un film d'aventure. Docteur Chance, c'est vraiment un film entre le thriller et le road movie, même si ça traite d'autre chose, qui est plutôt un tombeau du XXe siècle. Et donc c'est important pour moi. Alors j'ai dit 100 fois, mais c'est vrai, comme en poésie, on pourrait dire souvent que décide d'étirer une ode, enfin, etc. Les gens sont assez opérants, même si on a des structures, même si. Voilà. Et du coup, Donc le dernier était. Alors, il fallait essayer, et puis le dernier a été fait très vite. Mais en fait, il a été fait comme on a pu. Hein. Donc, chaque jour. Parce qu'il y a un truc très important au cinéma, c'est que. Non, pour moi, le cinéma, c'est vraiment dur. Il faut écrire un chapitre par matinée ou par jour. Et ce livre, ce texte, on ne le réécrira jamais. On ne peut que le monter. Alors qu'on peut réécrire en littérature, on peut repeindre. En cinéma, c'est filmé une fois pour toutes. Donc, bizarrement, le cinéma, c'est le seul mode d'expression qui se fait au présent absolu. C'est-à-dire, on tourne et après, on ne fait qu'une chose, monter. Après, le numérique, ça change tout. Toutes les règles sont faussées après. C'est différent. On découvrira peut-être après que si les gens font un peu pareil, qu'il fallait s'y habituer. Mais ce qui est quand même très important, c'est le coût de la pellicule. Et quand j'ai fini le dernier film, je me suis dit, mais comment on peut faire des films en numérique? Parce que je l'ai fait, mais c'était parfait. Donc j'avais un assez gros budget. C'est vrai qu'il y avait quand même une structure assez communiste, puisque tout le monde était payé pareil. On était payé assez peu, mais d'après les règles sociales de base. Et, par exemple, comment il faut avoir le fouet pour battre les acteurs qui ne savent pas le texte. Alors que j'avais des comédiens qui avaient l'habitude, qui n'avaient tourné, certains, que des films numériques. Et donc, les gens feront 30, 40 prises. Alors que là, on n'a pas le temps. Là, il faut savoir le texte à peu près, et puis il faut. C'est combien de prises? Moi, je veux d'une à 3 en général. Alors, il peut y avoir des exceptions. Je peux monter à plus si c'est une question de provocation. Ah, tu veux pas? Tu vas voir. On va mettre le film en péril. Ça va arriver, ça. Mais, et très souvent, je prends d'une à 3. C'est comme ça que tournaient les Européens quand vous allez. Enfin, nos ancêtres proches, quoi. Qui avaient quand même des petits budgets. Donc, une à 3 prises des Européens des années 60, quoi. Puisque, quelquefois, une prise, même, il y a beaucoup de films qui ont été faits presque une prise. Et ça essentialise beaucoup les choses. C'est-à-dire que tout le monde est. Et puis il y a toute la dimension collective qui est active. Parce que sinon on écrit tout seul. Si on veut faire
seul, on écrit. Quoi. Parce que le cinéma, c'est quand même extrêmement intéressant, parce que c'est collectif et collectiviste. C'est-à-dire que ça soit, tout le monde est tendu comme ça dans une idée de film, surtout sans voir. Alors si je dis c'est un art aveugle, le cinéma, parce qu'on ne voit rien. Moi j'ai fait mes films, et en plus ça ne m'a jamais intéressé voir les rushs quand je tournais. Alors souvent je voyais des rushs, mais je ne pouvais pas refaire puisque j'étais à 1000 km du tournage. Et comme voilà. Mais alors ce qui est très important quand même dans le cinéma, c'est de tout marche sur ce film. Par exemple, je pouvais perdre qu'une après-midi maximum. J'avais un très bon assistant, parce que l'assistant qui avait réussi à nous faire rentrer tout le plan de travail en 6 semaines. C'est très peu. Enfin, c'est vrai que tout a été falsifié avec le numérique, parce que maintenant, les tarifs sont exorbitants. Donc les mecs disent, avec 4 millions, tu comprends, on aurait eu plus, on est plutôt en cinéma, mais on ne pouvait pas. Tout est devenu absurde. Et c'est vrai que les années où j'ai commencé à faire du cinéma, il y avait des tables de montage dans toutes les stations FR3, une caméra qui traînait, enfin tout ça. Donc en fait, c'était facile de détourner des choses. Alors que maintenant, tout est... et donc toutes les... je sais pas, mais si le monde est totalement en péril au nom de ces prétendus impératifs économiques. Je dirais même que le cinéma, parce que c'est absolument faux. Parce que moi, j'ai donc fait Morituri avec, sans même pas, bon, on va dire, c'était fait pour 300 000 francs. Voilà. 300 000 francs en 84, gonflé en 35. Dans le devis. En tout. Dans le devis de gonflage, quoi. Ouais, voilà, non, tout le film. Ouais. Donc, et du coup, voilà, sur cette question... on se perd, parce que c'est vrai. Mais le problème, c'est idiot, parce que c'est vrai, dès qu'on commence à parler de choses matérielles, le cinéma, c'est assez alchimique, parce que ça ne parle que de choses concrètes. C'est-à-dire qu'on parle de choses concrètes, de kilomètres de véhicule, de mètres de kilomètres de véhicule, de temps de tournage, beaucoup plus que d'argent. Parce qu'en fait, l'argent, c'est abstrait. Puisqu'en fait, si je peux rentrer dans l'aquarium gratuitement, je filme comme je fais Morituri. Parce qu'à l'époque, il y avait l'idée de service public, comme c'est l'école publique. Donc tout ce qui était public, on avait à condition de ne pas tout détruire et de respecter les contraintes disciplinaires de temps, etc. On pouvait tourner dans des musées. Donc j'ai tourné au Jardin des Plantes, j'ai tourné au musée des colonies, enfin l'ancien musée des arts africains, africains et océaniens, qui était l'ancien musée des colonies, où il y avait le musée de la Porte Dorée. Enfin, voilà, j'ai même tourné un peu à Roissy pour Morituri. Tout ça, c'était gratuit. Alors que quand je tourne avec l'aide de la région Aquitaine, c'est 4 000 € pour tourner 3 heures dans l'aquarium de Biarritz. Quand je veux tourner dans une gare, c'est 4 000 € par exemple pour 3 heures. Mais ça serait la gare de La Rompot dans le Cantal, ou la gare de triage de la frontière franco-basque, je ne sais plus comment ça s'appelle. La gare de Canfranc. Non, la grande gare où il y a 25 ou 30 que j'aimais beaucoup. Voilà, qui est quasiment mort-vivante. Maintenant, cette gare, comment ça s'appelle ? Irun, voilà. Non, française. La gare française. Donc, si on parle du côté basque, c'est quoi, Hendaye ? Oui, la gare d'Hendaye. Et ben c'était pareil. Et alors 3 heures, c'est des temps c'est des temps de tournage numérique, parce que il faut éclairer, etc. Il faut vraiment pas perdre de temps. Et je me trouve assez performant d'avoir fait en 3 heures. Ouais, qui est super. Oui, voilà. Il fallait y aller, voilà, il faut repérer, etc. Voilà. Alors ce que je voulais dire, oui, pour finir pour ta question, non, c'est vrai, j'aime pas répéter, j'aime pas user les acteurs. Et j'aime bien comme ça jeter les gens dans le vide, y compris moi-même. Voilà. Donc je fais pas je fais des découpages comme ça, mais souvent le matin même. Et de toute façon, comme tous mes films sont assez hautement accidentels, au sens où je découvre quelquefois le décor que le matin même, je fais bien sûr pas de storyboard. Et storyboard, alors je sais que tout le monde fait des storyboards maintenant, alors c'est sûr que c'est bien, mais c'est vraiment pour un cinéma de mise en scène d'acteurs. Ou alors on se consacre, il y a vraiment des effets spéciaux, des choses comme ça. Mais en plus, c'est un peu bête, parce que si vous faites un storyboard, n'importe qui peut tourner à votre place. C'est bien de garder un élément de surprise. Et puis il arrive que sur un film comme ça, je vais faire 15 plans, j'en fais 5, je vais en faire 5, j'en fais 15. C'est aussi l'instinct, comme ça. Puis comment ça se passe. Écoute,
tu m'as pas répondu sur la question je sais pas, entre le cinéma, la littérature, la poésie, Oui. vos essais, tu vois, dans le livre, là, à un moment donné, tu dis filmer le moins possible. Et en même temps, je me dis, mais en même temps, tu écris tous les jours, non? Enfin, est-ce que c'est deux exercices, je pense, deux exercices qui s'interpénètrent, mais en même temps qui sont différents? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'une méthode de travail, est-ce que, comment sur des temps d'écriture, est-ce que si tu filmes le moins possible, est-ce que tu écris le plus possible, par exemple? Je parle pas forcément pour le cinéma, hein, la poésie, tout. C'est compliqué. C'est-à-dire que oui, au début, je pensais filmer le plus possible. Ah. Puis après, ça m'était très vite, il m'a été impossible de faire des films. Et comme en fait, puis après, c'est de plus en plus difficile, parce qu'en fait, ce que j'aimais vraiment, moi, c'était quand même, j'étais vraiment attiré par la pellicule. Donc faire des films en pellicule, etc. Après, c'est devenu, puis de toute façon, après, c'est devenu un peu inaccessible. Enfin, je sais pas. Et puis je dis filmer le moins possible, oui. Je pense qu'il. Oui, parce que maintenant tout le monde filme. Avec des téléphones filmer le moins portables, tout le possible, monde photographie. effectivement, je pense que quand tu dis, enfin moi ce que j'avais compris Oui. dans filmer le moins possible, c'est pas de filmer, de faire le moins possible de films, mais c'est-à-dire pas filmer, voilà, pas filmer tous les jours ou ne pas, voilà, comme presque Oui, un oui. acte. C'est le cinéma, c'est un peu comme la bicyclette, s'il doit dire, ou la natation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait des trucs, il y a des choses qui reviennent. Et c'est vrai que c'est pas mal de se. Même si les mauvaises langues disent que j'ai tendance à faire toujours un peu le même film, ou le même cinéma. Oui, parce que pour revenir au vieux cinéma, ça c'est un truc bizarre. C'est que. Alors parce que Murnau, c'est pas très actuel, hein. Sans être Nietzsche ou Trans qui disait il faut être inactuel, ça c'est vrai, je pense. Ceci dit, c'est vrai que c'est un cinéma que je comprends. Alors que tout le cinéma vraiment postmoderne, je ne comprends pas du tout. Il y a des films que je vois, mais beaucoup, ça fait une trentaine d'années que je vois des films, je ne comprends rien. C'est-à-dire que je ne vois pas du tout comment c'est fait, l'objectif, et comment on peut le concevoir. Ouais, c'est ça. Alors que par exemple, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, c'est aussi de la jeunesse. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai vu beaucoup de films d'une certaine époque, un certain âge. Et c'est certain que ce qu'on est entre 16 ans et 21 ans, à peu près, c'est 14 et 21 ans, disons, c'est fondateur. Il y a un moment, et après même, on met très longtemps à digérer les choses. Je sais que c'est vers 40 ans que j'ai lu vraiment le Mal d'Aurore comme un roman noir. Voilà. Et c'est une nuit, je me suis aperçu que je le lisais, et je comprenais tout. Enfin, je ne sais pas comment dire. Donc, il y a peut-être des choses qui vous ont trouvé le cerveau à 16 ans, et qui vont rester là toute votre vie. C'est vrai qu'avec le temps, moi je suis dans le même de routine, c'est-à-dire que c'est vrai que il y a 15 écrivains, 15 cinéastes, 15 groupes de noise and roll qui sont sacrés, et qui restent tout le temps, que je peux revoir, réécouter, relire indéfiniment finalement. Et après, finalement, à 30 ans, à 30 ans, on n'évolue plus. On prend le livre, peut-être, hein, puisqu'on a fait son temps, 30 ans. C'est ce que j'écris. Hein. J'aime beaucoup cette phrase. À 20 ans, il faut vivre le jour, la nuit, la même chose, comme une durée infinie. Avoir vaincu la peur à jamais. C'est deux roues. Ça, c'est vrai. Et alors que, moi, enfin, personnellement, j'ai vécu presque de 18 à 28 ans dans la même énergie punk. Quand j'ai eu un gros coup de fatigue ensuite. Et puis après, je suis passé en autre temps. Quoi. Mais je ne sais plus quelle était la question. La question, en fait, c'était la question de l'écriture. Ah oui. Quand tu écris, enfin là, je veux dire, et poète, littéraire. Après, oui, mais je pense qu'il ne faut pas. Après, oui, c'est vrai que ce qu'il y avait aussi pour le rock'n'roll, il y avait des points quand même. J'ai appris beaucoup de cinéma par le noise and roll. C'est-à-dire le fait de mobiliser le groupe, aussi bien de magnétiser le public, de le. Je sais pas comment dire. Bousculer. Parce que moi, j'ai vécu une époque où il fallait quand même de rester sur scène jusqu'à la fin du concert. Et c'était souvent violent, le concert. Ouais. Et c'était que comme ça. Donc c'était une épreuve, il ne fallait pas faire plus d'un concert par semaine, ou même l'idéal un concert par mois. Donc on ne faisait pas tant de concerts que ça, mais par contre c'était toujours très très intense. Je pense que le cinéma, il y a quelque chose de semblable.
c'est quand même comme une opération, c'est planter la lance du feu au point zéro de la création. Donc il y a quand même un geste traditionnel, si on peut dire, dans le cinéma. Et alors, par contre, il y a l'image. Oui, et puis alors maintenant, comme on est complètement dévoré par l'image. Et la littérature. Après, il y a la poésie, la littérature, ça ça sera à refaire, je sais pas, je vais peut-être me consacrer plus entièrement, parce que j'ai l'impression que les films vont perdre de plus en plus de valeur, si on peut dire, puisque comme il y a leur doppelganger numérique qui va, il y a des films absolument incroyables, mais qui gardent une puissance magnétique, mais qui vont être sans doute de plus en plus difficiles à interpréter, et c'est pour ça qu'il va falloir les conserver. Puis c'est peut-être que dans 3 siècles, on va réaliser leur unicité, leur dimension d'exception. Et c'est vrai qu'on est tellement dans le truc de l'image, donc on va se taper peut-être 2 siècles de lessivage de l'image, et dans 3 siècles, ils vont s'interroger sur ce qu'était le cinéma. Et s'apercevoir que comme la tragédie, puisque c'est la prophétie, la tragédie grecque n'a duré que 3 ans. Bon, c'est un truc rigolo qui m'a marqué. Je me suis dit, allons-y, on est the last generation du cinéma, puisqu'en gros, les fondateurs, c'est les grands-parents, la 3 générations de cinéma. Mais bien sûr, on ne sait pas pourquoi ça n'a duré que 3 générations. Et après, bien sûr, il y a eu une immense variété cinématographique, une invasion de variété théâtrale qui a un peu tout inondé dans le monde gréco-latin, etc. Et après, jusqu'à Nietzsche, qui recherche le secret de la tragédie, qui ne sait pas si c'était joué avec la lumière, parce que tout intervenait, il y avait la musique, la musique, la tragédie, il y avait le verbe, l'expérience, comme dans le cinéma, parce que le cinéma c'est quand même incroyable, parce que ça se joue entre la minute temps 1, le temps 0 et le temps maximum, on va faire un plan d'une minute 30, là il faut de 128 minutes, mais voilà. Mais là c'est avec la machinerie, l'intervention des acteurs, et c'est ce jour-là, ce temps exact, s'il y a une maladie, une hostilité entre les comédiens, entre les techniciens, et tout ça marque. Donc il faut faire avec toutes les contingences, le cinéma. Oui, alors donc on ne sait pas pourquoi la tragédie a été perdue, mais alors il y a une histoire d'accouchement de femmes, ça se joue avec la lumière, on ne sait pas. Alors donc le livre de Nietzsche est excessivement intéressant, parce que c'est un livre, c'est son seul best-seller, on peut dire, philosophique, et c'est un livre coup d'État, pour justifier le coup d'État de Wagner, comme ça, qui parle de ce coup, alors qu'on n'aime pas Wagner, mais qui a fasciné tous les romantiques français, on peut dire que ce soit Baudelaire, Nerval, qui était fasciné, qui adorait ça. Et Wagner, de ce coup, qu'on n'aime pas, c'est pas un génie musical absolu en tant que tel, mais il y a quand même un génie poétique, de mise en scène, de conception de théâtre. De ce coup il enterre les musiciens, l'échelle de la scène est complètement modifiée, c'est des vrais acteurs, il y a tout ça. Et après, bien sûr, il va le cracher dessus, le détester, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de commun entre l'opéra et le cinéma, même si c'est un cinéma minimaliste, même qu'il y a des opéras minimalistes, il y a quand même une vocation opératique du cinéma, je pense, avec le temps qui est passé, je crois. Alors ce livre est absolument passionnant. Donc quand même s'il y a des choses qu'on peut dater sur le plan historique aujourd'hui, par rapport à la recherche qu'on a pu faire sur ce que bien qu'on ne sache toujours rien, sur ce qu'était cette fameuse tragédie grecque qui a duré que 3 générations, pourquoi ça s'est arrêté, on ne sait pas. Et je pense qu'il y a quelque chose de très expérimental dans le cinéma. Au sens de le vécu, l'expérience. Je sais quand je prépare un film, je vais en faire, et que je suis toujours éminemment surpris, totalement surpris par le résultat, par les bifurcations qu'il y a durant le tournage. L'écriture, il y a une accélération. C'est-à-dire qu'on a un scénario, alors un film s'écrit vraiment du début à la fin. Il ne faut pas écrire n'importe quoi, tout à fait. Parce que, bien sûr, maintenant, le scénario est plutôt un document de promotion, puisque c'est quand même moi qui, avec mon scénario, trouve plus d'argent que les producteurs, généralement.
Oui, c'est ça, c'est pour trouver des financements. Mais il faut que je fasse attention pour arriver à négocier le film de quel que soit. Puisque souvent, je vais devoir faire un film, on pouvait espérer, je me retrouve avec 4 fois moins d'argent que prévu. Donc là, il faut prendre des raccourcis. Mais en fait, c'est ça être cinéaste. Et en fait, heureusement que j'ai pris ça, des raccourcis. Je relis, bon, je ne sais pas, c'était pas très intéressant, c'est bien plus drôle. Et alors, ce qui est amusant aussi, c'est que souvent les gens croient que les films sont sans scénario, ils ont été totalement improvisés. Donc j'ai finalement des scénarios relativement conventionnels, enfin, tout quand même écrit. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, peut-être, on passe un peu la parole ou pas. Tu parlais de la troisième génération, enfin de 3 générations, et moi ça me faisait penser à, en fait je pensais à la 3e génération, au film de Fassbinder. Ah oui. Et oui, parce que en plus cette 3e génération, c'est sur le terrorisme, donc Morituri, c'est aussi... C'est un film que j'aime pas tellement en fait. Hmm. C'est pas un film que j'aime tellement. Oui, je peux comprendre. Bien que j'ai un acteur des Chiennes qui joue dedans, Ouais. qui est Albertini. Ouais. Mais par contre, j'admire quand même beaucoup. Oui, j'admire beaucoup Fassbinder. Fassbinder. Donc je me disais, parce que sur cette histoire de 3 générations, du coup on est dans la 3e génération, et je pensais à Fassbinder et cette 3e génération qui est manipulée, et qui est manipulée par l'image. En fait, quoi, dans le film, il y a cette question de finalement on a perdu le fil. Bon, on est toujours manipulé de plus en plus. Je trouve que ça faisait écho. Oui, oui. Oui. Oui, je sais pas, oui, la 3e génération, oui, c'est comme les bourgeois. Il y a une génération qui crée, une 2e génération qui développe, et une 3e génération qui dilapide. C'est ça. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ce qu'on disait, la différence entre les bourgeois et les aristocrates, Ouais. qui avaient comme ça le goût du sang, perpétuer le sang d'une manière ou de l'autre, arriver à durer. Bon, alors du coup, comme vous n'avez pas de questions, je vais essayer de reposer, parce qu'en fait, je ne veux pas y répondre sur l'écriture. Mais à la fois, c'est prétentieux de dire, c'est- c'est vaniteux de parler de ces trois. Mais c'est vrai que c'est quand même un truc qui m'avait marqué. Et non, mais c'est vrai que le cinéma est quand même compliqué. Je ne sais pas comment dire. C'est vrai que quand on voit que des films attiraient beaucoup de monde, en étant quasiment expérimentaux, c'est vrai que je ne sais pas, il y a une démobilisation totale du public, quoi, pour des choses curieuses. Alors c'est peut-être lié aussi avec et je ne sais pas si c'est lié à l'accélération de la corruption numérique. Ouais. Enfin, je veux dire, avec les trucs internet, etc. Ouais. Et qu'il n'y a plus d'épreuves enfin, je sais pas comment dire, condamné à lire il faut lire un livre. Condamné à voir, condamné à entendre, payer pour voir, payer, oui. Parce que le truc, c'est de savoir payer aussi. Chez notre livre, je dis tout le truc, c'est de savoir payer. Savoir finir et savoir payer. Il faut savoir qu'il y a un prix à payer pour tout. Est-ce que tu veux nous parler quand même d'un processus d'écriture, j'entends, littéraire? Comment tu si t'as pas envie, on n'en parle pas. Mais non, parce que moi ça me, du coup ça me fascine, et ça m'a toujours fasciné comment tu passes et tu mêles le noise and roll, le cinéma, la poésie, le roman, là l'essai, l'essai ou pamphlet, enfin, et du coup là comment tu écris? Tu as une écriture qui est très enflammée, et j'ai l'impression toujours que c'est comme un jet, ça peut pas être autrement, il faut que ça sorte là tout d'un coup, et du coup là je me suis toujours posé la question de comment est-ce que tu écris tous les jours? Est-ce que tu te lèves, tu as un temps où tu écris? Est-ce qu'il y a un moment donné, ça te monte au cerveau et tu te dis, là, il faut que est-ce que tu écris encore de la poésie? Est-ce que... je sais pas, ou est-ce que c'est juste quelques phrases comme ça de temps en temps? Je sais pas, tout a toujours été différent. C'est-à-dire que les films, j'ai toujours fait différemment, enfin, du moins, vécu différemment. Et les textes, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai eu une période, je pense, très intense, qui correspond un peu aux Allées de Toulouse d'ailleurs. Avec la revue oui, de 76, oui, je dirais 75-16 jusqu'à. Ah oui, après je suis parti pour faire l'école en 80. Disons qu'après l'IDEC, même c'était bizarre parce que c'était un peu une école
docus, quoi, curieuse. Mais à la fois, comme c'était les années de l'anarchie, vous savez, c'est un directeur d'études, vous êtes des pros sur l'anarchie. Curieusement, ces dernières années, il n'y avait jamais eu autant de réalisateurs. Enfin, sauf que je dois être le dernier réalisateur survivant de ma promotion, puisque l'autre c'était Idrissa Ouedraogo, qui est mort il y a peu de temps. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait MKB, on était avec du Krapnik, donc c'était des rock dans les squats, donc la nuit c'était le jour c'était l'école, il fallait en plus que j'écrive. Donc ça a été quand même 3 années intenses, parce que j'ai quand même fait tous ces films. Et puis, voilà, alors donc... Donc l'écriture, le côté plus fiévreux de l'écriture, Non, c'était j'ai avant. commencé vraiment par la poésie, oui, on peut dire. Puis moi, c'est vraiment toujours la poésie que je reviens. Puisqu'on parlait tout à l'heure, là, pendant 3 jours, là, je me replongeais sur un poète que j'ai connu, je sais pas, il y a une vingtaine d'années. Non, 91-12, par là. J'ai découvert qu'il s'appelle Dino Campana. Alors j'avais 3 ou 4 éditions de ses livres, puisqu'il n'y a que ce livre, qui s'appelle Chants orphiques. J'avais connu à Toulouse, mais en fait, je n'aimais pas du tout la traduction, la première traduction. Je sais pas, ça m'était. J'aime beaucoup. Et donc, je suis revenu à Campana, là. Donc, j'ai retrouvé, comme ça, sur Internet, j'ai trouvé une correspondance, quoi. Et donc, c'est un poète très intéressant, vraiment, qui a d'abord été assez sous-évalué en Italie, puisqu'il était assez rétif au truc futuriste, que j'aime bien par ailleurs. Et lui, comme espèce de Rimbaud italien, donc c'est toujours mauvais d'être le Jarmouche français, le Rimbaud italien. Enfin, quoi, oui, non, parce que c'est vrai qu'il avait comme ça ce goût de l'errance, du voyage, et puis assez psychiatrique, et donc en 14, il publie un conte d'auteur, dans son village de Maradi, qui est en Émilie-Romagne, je crois, son premier livre, son seul livre. Voilà. Et il est dédié à Guillermo, empereur des Germains. C'est extra, donc c'est toujours provocateur, mais c'est très très beau, vraiment, c'est très très bon. Et avec le temps, et puis il faut la poésie, c'est comme ça, il y a des trucs qu'on ne pige pas complètement. Mais les films, c'est pareil. C'est ça qui est drôle. C'est que la chose positive, je trouve que c'est les livres ou les films, ou même la peinture. Je ne suis pas un connaisseur de peinture. Le cinéma, c'est plus facile de connaître que la peinture, c'est long. Mais bizarrement, je préfère presque la gravure ou le dessin. Enfin, s'il y a des peintres, mais en fait, le cinéma, c'est pareil. Il y a des films, il faut les voir 1 fois, 10 fois. On les aime, ils vous fascinent, ils vous magnétisent. Et puis en fait, il y a des films qui sont réalisés pour qu'on ne comprenne rien, comme Orson Welles, qui on est tout le temps distrait et fasciné. Voilà. On est toujours dans un truc magnétique. Et hop, on est du sens immédiat, et puis on voyage. Et des films comme ça qui nous ramènent vraiment à la tragédie, oui, et à la musique, la tragédie, ça marche ensemble, je crois. Ça, c'est sûr que la musique et la tragédie marchent ensemble. Et pas au strict, scénario de BD littéraire, quoi. Voilà. Scénario littéraire de BD, qui est finalement la version officielle du cinéma, quoi. Parce qu'en fait, c'est des scénarios, et puis en plus souvent, je vais arrêter de dire. Et est-ce que vous n'avez toujours pas de questions? Non. Mais oui, mais disons qu'il y a quand même un vrai point commun, bizarrement. On pourrait dire que le cinéma et la poésie, c'est exactement l'inverse. Mais en fait, il y a énormément de points communs, bien que ça soit exactement l'opposé. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut, pour moi, la terreur, écrire, c'est un truc incroyable, bizarre, magnétique. La poésie, c'est drôle. Ça marche ou pas. Et le cinéma, c'est pareil, en fait. Le cinéma, moi, je suis incapable de faire du cinéma quand je m'ennuie. Enfin, comment dire, quand ça ne m'intéresse pas, je supprime tout, je peux arracher des pages, ne pas tourner les plans. Parce que. Et l'écriture, c'est pareil, c'est que des raccourcis, en fait. Ce qui ressort de la poésie, je ne sais pas comment dire. Le cinéma parle le niveau pénétrant du cinéma, comme le niveau pénétrant de l'écriture, c'est un peu pareil. Ça n'a rien à voir ni avec la littérature, ni avec l'audiovisuel. Je ne sais pas comment dire, on est guidé magnétiquement par un truc. Et puis, alors bien sûr, on doit faire avec les corps, on doit faire avec le temps, on doit faire avec l'argent. Le cinéma, c'est drôle. C'est pour ça que c'est quelque chose de vraiment alchimique.
Il y a une question. Je me demandais si avec ce rapport à la matière, même c'est pas une espèce d'artisanat du cinéma, vous étiez votre propre cadreur, ou si ça se joue pas spécialement du côté de la caméra. Oui, oui, les cadres, on les fait tout le temps. Après, il y a une dimension musculaire, le cadre surtout. Parce que pour ne pas faire trembler un panneau, etc. Donc je laisse toujours. Puis on laisse, on sait que ça part de là à là. Alors, Il y a le geste de cadrer quand même. Ça peut continuer de le faire. oui, bah, pas vraiment. Pas vraiment, et ça je pense. Moi j'ai toujours été, parce qu'en fait, je sais que sur un film plus. J'ai fait des films très lents et très lourds comme les chiennes, et des films qui allaient 2000 à l'heure et on pouvait te tuer tout de suite. Il faisait retour de boomerang tout le temps. Ouais. C'était Docteur Chance. Mais comment faire un film comme Docteur Chance? Parce que c'est bien et pas bien. Si on fait des films en vidéo, c'est bien d'être cadreur, je crois. Et sinon, on ne peut pas, parce qu'il faut s'occuper des comédiens, il faut anticiper sur la suite, sur le programme. Il y a, comment dire... alors que là, on est complètement... oui, puis on voit le cadre. Le cadre, il perd de là. Donc, moi, on est sûr, un peu, moi, je déteste avoir un moniteur. Mais maintenant, c'est vrai que... parce que quand on se met sous la caméra, on voit tout ce qui se passe. On voit plein d'autres choses, même on anticipe. Alors que si on est complètement dans le cadre, je crois que c'est pas si bien que ça. En fait. Ouais. Je sais pas. Et je pense pas que... Tu le fais vraiment à l'ancienne où tu Ah, utilises la je caméra, cadrais pas exactement, en fait. t'as pas besoin d'être derrière, tu regardes pas. Oui, ça me semble un fantasme d'écrivain raté, quoi. Voilà. Je fais tout moi-même, voilà. C'est moi qui ai cadré, alors qu'on sait, il faut que le plan commence là. Et voilà, il y a quand même des machinistes. Hein. Parce que même le gars qui cadre, c'est pour ça, c'est la dimension du cinéma qui est vraiment collective, ça je l'ai dit 100 fois, mais qui m'a complètement choqué quand j'ai commencé à faire un film un petit peu plus élaboré que d'habitude. C'est les chiennes. C'est que le gars qui fait la fumée, le gars qui pousse, parce que même vous savez Darius Khondji qui est sur son... qui a la caméra, qui cadre. Et c'est le gars qui pousse qui fait le plan en fait. Parce que Qui donne le il y a tempo. la personne qui fait la photographie, qui règle les lumières, etc. Tout un tas de choses qui interviennent. Avec les chiennes, c'était quand même un film fait avec très peu de lumière, beaucoup de réflecteurs. On avait très peu de matériel. Mais c'est le machiniste qui comprend l'esprit du plan. Et non pas strictement le cadreur. Donc si tel acteur a du retard, ben, il va rattraper, il va envelopper. Et donc tout le monde participe à la... Et puis bien sûr, il y a le hasard. Il ne faut surtout pas arrêter parce que il y a un changement dans la lumière. Je sais pas. Et aussi, il y a ce côté, je sais pas, il y a des plans que j'aime bien dans Armageddon, c'est hallucinant. Je suis descendu là, coup de chance, on n'avait pas la brume. Et la brume est apparue, et la brume change sur une scène, elle avance, mais on essaie de trouver assez vite. Et c'est sûr que j'avais le lieu de la brume avec moi. Ou le génie des lieux, je sais pas comment dire. Et tout ça, c'est le cinéma. Et puis il y a des choses qui ne sont pas comprises par les acteurs, je sais pas comment dire. Le cinéma est beaucoup plus que ce machin littéral et abruti qu'on enseigne dans les écoles de creative filming, writing. Je sais pas. Et de toute façon, il faut se jeter à l'eau quand on fait du film. Je crois que le cinéma, c'est un risque permanent, du début jusqu'à la fin. Je pense que quand on écrit, il faut savoir qu'un jour, on ne peut ne plus savoir écrire du tout. Et à chaque fois que j'ai entrepris quelque chose, j'ai entrepris texte court, texte plus long, des récits. Dans ce groupe, on ne peut plus écrire certaines choses. De toute façon, on ne peut plus filmer, je ne sais pas comment dire. On a su faire. Il faut savoir que d'un seul coup, on peut ne plus savoir faire et de perdre la potence, presque sexuelle. Hein. Parce que la poésie, comme le cinéma, pour moi, c'est quand même presque lié à une pratique sexuelle. Je sais pas comment dire. En fait, on peut ne plus bander pour le cinéma ou l'écriture et... Oh my God, on comprendo. Ce rapport physique dont tu parlais au début, en fait. Quoi. Et oui, c'est pour ça que j'ai un peu au cinéma de m'avoir empêché de faire plus de films jeunes. Ouais. Parce que tout le temps, il y a toujours quand même un rapport avec un défi physique, le cinéma. Puis il faut être là, parce que tout le monde essaie de vous voiler, même s'ils sont gentils. Hein.
Et si on n'a pas la pellicule pour exercer une discipline organique, il faut être à ce moment-là un fureur, je sais pas quoi ils font les gens pour faire les films. Alors que le cinéma, ben oui. Est-ce que Il y a un nombre limité de pellicules, un nombre d'heures limitées, et puis on joue avec. Comment dire, je sais pas. Mais bien sûr, l'artifice aussi, c'est pas forcément le soleil. Non. Puis j'ai revu avec un plaisir absolu Saga of Fatanan, ouais. où justement, il se targue. Dans ce film, rien n'est naturel, tout est artificiel. Tout est artificiel, il tourne dans un hangar. Mais non, il dit, là, s'il y a un peu de mer, la mer était là. Du coup, est-ce que vous avez une dernière question, peut-être, parce qu'il est, voilà, parce qu'il est quand même, il est 8h20 déjà. Merci. Alors moi, j'aimerais peut-être aller vers le côté plus politique, étant donné le contexte actuel mondial maintenant. Qu'est-ce que vous pensez que le cinéma peut faire est-ce que vous pensez que le cinéma peut avoir une utilité politique encore pour exprimer une rage qui est toujours présente Le cinéma, je crois qu'il n'a plus cette puissance. Parce que c'est vrai que moi, c'est un peu la course à l'armement entre l'écriture, et après le rock and roll, et après le cinéma. Il me semblait que vraiment un disque pouvait changer le monde, et un disque aussi, le bousculer, pas le changer. De toute façon, c'est quand même des trucs brutaux. Ça va, les Sex Pistols ont brutalisé le monde. Hein. Et puis il y a des films, pareil, qui ont changé la vision des rapports entre les êtres. Ils ont brutalisé. Voilà. Alors maintenant, le cinéma, je ne sais pas ce que ça peut. S'il y a tellement de filtres, ça n'empêche pas qu'il y a toujours un accident qui fait qu'un film accède quand même à un grand public. Et quand même, le cinéma n'intéresse pas beaucoup plus de monde que la poésie. En étant méchant, d'ailleurs, les gens qui étaient méchants disaient le cinéma, pour démontrer la caducité de la poésie, n'intéresse que les gens qui écrivent de la poésie. Mais comme tout le monde, plus ou moins, écrit de la poésie, ça fait quand même un certain monde. Et c'est vrai que le cinéma n'intéresse presque que les gens qui, aujourd'hui, envisagent de faire des films, ou rêvent de faire des films. Je crois, hein. La cinémathèque, ou alors des gens qui ont adoré un temps du cinéma, comme moi. Hein. Moi, je vois, parce que je suis catastrophé de voir dans les salles de réédition, hein, il y a des films qui, pour moi, sont la jeunesse éternelle, la vitalité perpétuelle, hein, de voir que des têtes blanches. Ça me choque beaucoup. Moi, je me rappelle un jour, je rentre en retard. Je vois toujours le film, j'ai vu 48 fois, Arcadine, j'arrive, tac, tac, ça venait juste de commencer. Je trouve une place dans l'obscurité. Je devais avoir 52 ou 3. La lumière se rallume, j'étais le plus jeune de la salle. Et j'ai été choqué là. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment un film d'une vitalité. C'est un film incroyable. Pour revoir, etc. Alors quand même, il y a des films, c'est quand même. Je ne sais pas comment dire, parce que on disait avant tes mauvaises langues, j'ai su téléfilm, de la télévision. Il y a tellement de films qui sont inférieurs à la télévision. Donc voilà, quoi. Après, bon, puis la politique, l'état du monde, mais l'état du monde, nous on a vécu que la catastrophe, je trouve, je crois. Hein. Alors, sauf que c'est plutôt réjouissant, parce que, mais bon, il y avait les SS-20, il y avait, je sais pas, la guerre froide. Oui, parce que j'ai fait des films, donc avant. Après, bon, j'ai fait Les Chiennes, ça a fait un scénario du temps de Tchernobyl. Donc je ne sais pas si c'est plus... Mais dans Morituri, dans Morituri, je ne sais pas si c'est... parce qu'il faudrait s'entendre sur qu'est-ce qu'on appelle un film politique, ou comment un film pourrait changer politiquement le monde. Ça j'y crois moyen, quoi. On n'a jamais vu de film révolutionnaire. Mais, Si, mais il peut y avoir... Et j'ai été très déçu quand j'ai su que... Révolutionnaire veut dire en même temps qui amène la révolution. Eisenstein, la révolution était déjà là. Il est révolutionnaire pour le cinéma, mais politique. Il y a des grands cinéastes politiques pas... comme Eisenstein, comme Vertov, comme Glauber Rocha, même s'il n'a pas été très efficient quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'un film, le cinéma n'amène pas la révolution. Il n'est pas vecteur la révolution, de révolution. Par exemple, etc., si c'est ce que vous entendez par politique. On est plutôt dans les dévolutions maintenant que dans les révolutions. Ouais. Ah oui. Mais par exemple, par exemple, parce que par exemple dans le c'était en 78 ça. Donc dans Morituri,
Morituri, le contexte politique en fait est très prégnant, puisque on est quand même, c'est le milieu des années 80, le mur n'est pas encore tombé, donc on est dans cette dans la fin, la fin de, c'est même plus la guerre froide, mais en tout cas de cette séparation Est-Ouest, et en même temps qui est très présente encore, parce que il est beaucoup fait question de Oui, puis de encore la RAF, quand même d'intervention de l'Europe, tout ça. Après, bon, on est dans autre chose, quoi. Mais c'est vrai que c'est une période. Tu vois, par Et exemple, c'est 60-70. Hein, vraiment, c'est 67-77, on pourrait dire vraiment. ouais. Un petit peu comme on parle de tout ça est très vieux. Hein. Quand on parle de l'international situationniste, c'est 58-72. Voilà. Et donc sur le plan politique, qu'est-ce qu'il y a eu de plus aigu que l'international situationniste? Aujourd'hui, on revient quand même toujours à ces analyses. Sauf que maintenant, the act became real, comme dirait l'autre. Hein. On est vraiment dans les coups d'État économiques, dans le mensonge généralisé, dans tous ces trucs-là. Donc c'est difficile de dire. Puis même souvent, maintenant, ce qu'on appelle le militantisme, c'est finalement une activité commerciale subsidiaire. C'est ce qui est le sujet de Morituri. On verra. Tout est sexuel et tout est politique. Tout est sexuel et Allez, tout est politique. Voilà. C'est très bon pour finir.